100 secondes, c'est, on le sait, le temps qui reste avant la fin du monde. Qui ça, pas les fans de Watchmen, sans doute, ceux qui écoutent en boucle 2 Minutes for Midnight, mais pas seulement. Depuis le milieu des années 80, le tube 2 Minutes for Midnight de Iron Maiden est sorti en 1984, et cette date a, je crois, son importance. Depuis le milieu des années 80, donc, la culture populaire s'est emparée de cette image de l'horloge de l'Apocalypse, Doomsday Clock. Ce projet scientifique et militant était au départ et est encore des plus sérieux. Mais je le dis évidemment en tremblant de peur devant Serge Haroche. Il est né en 1947 à l'Université de Chicago autour d'anciens physiciens du projet Manhattan qui depuis publient tous les ans dans le Bulletin of the Atomic Scientists une évaluation du risque qui pèse sur la survie de l'humanité. Parmi ceux que l'on appellerait aujourd'hui des lanceurs d'alerte était le fameux Alexander Langsdorff, mais c'est son épouse, l'artiste américaine Marthe Langsdorff, qui imagina cette horloge toute conceptuelle à partir de l'analogie puissante, car aisément universalisable, d'une apocalypse qui sonnera au 12e coup de minuit et d'une aiguille des minutes qui indiquera le décompte du temps qui reste, c'est-à-dire, à bien des égards, du temps qui manque. Elle imagine, oui, en tant qu'artiste, c'est-à-dire qu'elle donne à voir l'urgence et l'angoisse que suscite cette urgence sous la forme d'une image, celle d'une horloge au bord de s'arrêter. Or, cette image est davantage qu'une image, mais bien une métaphore. Elle l'est au sens plein du terme métaphore, au sens qu'en a donné Hans Blumenberg. La métaphore, c'est à la fois une institution imaginaire et une préfiguration, puisque dans un monde, le monde des assurances, qui n'est pas fiable, mais qui demeure lisible, ce sont les deux conditions qui rendent possible le calcul d'une prévision afin de conjurer l'attente et de faire éventuellement sonner l'alerte. Dans ce monde, donc, la métaphore porte une parole qui nous dépasse, au sens où elle se porte au-devant de notre capacité de conceptualisation. Si je me permets de dire cela, c'est parce que la puissance de la métaphore, chez Blumenberg, exprime d'une certaine manière l'ambition qui nous anime et nous rassemble par-delà les disciplines dans le programme Avenir commun durable. Tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont vu sur Netflix, à la fin de l'année 2021, la comédie dramatique Don't Look Up, savent désormais qu'il ne suffit pas d'avoir raison pour être entendu, et que face au déni puissant des dangers imminents du changement climatique, l'écologie politique peut réaliser l'exploit, comme l'écrit Bruno Latour, à la fois de paniquer tout le monde et de faire bâiller d'ennui tout le monde. D'où la nécessité d'inventer les métaphores, c'est-à-dire là encore les déplacements, au sens propre, d'une discipline à l'autre, qui permettent de mobiliser efficacement des conjurations d'intelligence scientifique, d'énergie sociale et de volonté politique autour de la question cruciale d'un avenir commun durable. La pensée, l'art, la création y ont leur part, et parmi eux, je crois possible d'inclure l'histoire, non seulement en tant qu'elle propose une mise en contexte de ces imaginaires sociaux dans le temps, mais aussi parce que, on en parlait avec Dario Mantovani, cette vision critique de l'histoire des prévisions est également susceptible de produire de nouveaux imaginaires sociaux, selon une conception de ma discipline que je me risquerai sans doute, mais à la fin de mon propos seulement, à appeler prophétique. Contentons-nous simplement ici de citer une fois de plus Walter Benjamin dans l'une de ses thèses sur le concept d'histoire. Faire œuvre d'historien ne signifie pas savoir comment les choses se sont réellement passées. Cela signifie s'emparer d'un souvenir tel qu'il surgit à l'instant du danger. Ça, c'était en 1940. 7 ans plus tard, je l'ai dit, l'horloge de la fin du monde affichait 23h53. La mesure du temps qu'il reste a depuis oscillé, selon les évaluations, des dangers de la dissémination nucléaire et parfois même, lors des épisodes
aiguë de guerre froide, de la confrontation directe entre les grandes puissances, l'évaluation de ce que les démographes ou les assureurs d'ailleurs appelleraient le reste à vivre, à ceci près que ce reste à vivre concernerait l'humanité tout entière, a reculé de 5 minutes jusqu'en 1953, où elle s'est établie à 23h58, puis elle s'est immobilisée sur le palier de la détente de 63 à 72 à 23h48, petite pique d'inquiétude avec la course aux armements qui la ramène en 1984 à 23h57 avant que la signature des traités internationaux ne recule l'horloge en 1991 à 23h43. Donc à ce moment-là, on avait le temps au plus loin de ce qu'elle fut depuis 1947. Et à ce moment-là, certains futurologues imprudents prédisaient la fin de l'histoire. Et les experts du Bulletin of the Atomic Scientists, obsédés par l'apocalypse nucléaire, ont tardé en fait à intégrer à leurs calculs métaphoriques bien évidemment, les risques épidémiques et environnementaux. Ils ne les ont intégrés qu'en 2007. Depuis lors, le temps restant ne cesse de s'amenuiser au point qu'on a commencé à le compter en secondes. C'est le 23 janvier 2022 que les experts dévoilaient à Chicago le dernier décompte des heures, s'établissant à 23h58 et 20 secondes, soit 100 secondes avant l'apocalypse. Un mois plus tard, la Russie envahissait l'Ukraine. On attendra donc l'année prochaine pour découvrir la nouvelle prévision. Mais une chose est certaine, notre conception contemporaine du temps, qui reste, est celle d'un temps qui manque, et s'il manque, c'est que nous manquons au temps. Je veux dire que nous sommes désormais comptables de ces manquements. Est-ce à dire que je cède ici à la rhétorique la plus commune des collapsologues, c'est-à-dire de ceux qui font profession d'annoncer bruyamment l'effondrement comme imminent et comme inéluctable? Une telle posture, dans la critique philosophique, n'est plus à mener à tout, je le sais, pour exaspérer des scientifiques qui affectent un rapport bien plus mesuré dans tous les sens du terme au temps. Cette mesure doit évidemment être défendue, car c'est une des conditions du travail scientifique, pas seulement parce qu'elle nous impose le calme, mais parce qu'elle oblige à la modestie face à l'imprévisibilité du tempo même de la découverte et de l'innovation. Jean-Marie Tarascon l'a bien dit, si le temps qui reste manque toujours à notre capacité prédictive, c'est parce qu'il va tantôt plus lentement, tantôt plus rapidement, mais jamais au rythme où on l'attend. Il y a donc également une autre raison, tout aussi rationnelle, pour ne pas rejeter trop vite le catastrophisme comme une forme mentale archaïque et démobilisatrice. Et on en a parlé ce matin, et notamment en évoquant ce livre majeur sur le principe responsabilité, sous-titré « Une éthique pour la civilisation technologique » que le philosophe Hans Jonas, le bien nommé, énonce le paradoxe classique des éveilleurs, dont la responsabilité est d'être suffisamment entendu, Florence Leray l'a dit, et suffisamment cru pour que l'avenir leur donne tort. La prophétie de malheur est faite pour éviter qu'elle ne se réalise, et se gausser ultérieurement d'éventuels sonneurs d'alerte en leur rappelant que le pire ne s'est pas réalisé serait, écrit Hans Jonas, le comble de l'injustice. Il se peut que leur impair soit leur mérite. Pourquoi ? Eh bien précisément parce qu'en annonçant l'avenir et en jouant de la peur que provoque cette annonce, le prophète, oui c'est vrai, doit, c'est vrai au Moyen-Âge, c'était vrai encore aujourd'hui, tenir compte de l'effet de sa parole. C'est en ce sens que Jean-Pierre Dupuy, théoricien de ce qu'il appelle un catastrophisme éclairé, appelle une prophétie auto-invalidante. Elle construit un avenir à la fois nécessaire et indéterminé pour se voir démentir. Et c'est en ce sens que l'on peut dire que le philosophe Hans Jonas est bien nommé, car on pense évidemment ici à l'histoire du prophète Jonas, qui, au 8e siècle avant notre ère, posait déjà le paradoxe temporel de la prédiction
La parole de Yahvé advint à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes: « Debout, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle que leur méchanceté est montée devant moi. » Jonas partit pour fuir à Tarsis, loin de la face de Yahvé. Donc le texte biblique le dit très clairement. Dieu demande à Jonas de prophétiser la chute de Ninive et il fait l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il croit alors que son devoir est de désobéir à Dieu pour que le futur advienne selon la parole divine. Il sait, parce que c'est un bon prophète, qui connaît l'efficace de la parole, que s'il part à Ninive et qu'il dit la colère de l'Éternel, les habitants vont se repentir, Dieu va leur pardonner, et donc Ninive ne tombera pas. D'où sa fuite. Vous connaissez la suite de l'histoire, le bateau, la tempête, la culpabilité de Jonas, le courroux de Yahvé, la baleine miséricordieuse, retour à la case départ, et c'est alors que Jonas comprend ce qu'il doit faire pour accomplir la prophétie, dire aux Ninivites qu'ils vont être châtiés pour qu'ils se repentent et que le châtiment n'ait pas lieu. Dans le temps de la fin, Gunther Anders, le grand penseur de la peur nucléaire, ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit, je le cite, « Si nous nous distinguons des apocalypticiens judéo-chrétiens classiques, ce n'est pas seulement parce que nous craignons la fin qu'ils ont, eux, espéré, mais surtout parce que notre passion apocalyptique n'a pas d'autre objectif que celui d'empêcher l'apocalypse. Nous ne sommes apocalypticiens que pour avoir tort, que pour jouir chaque jour à nouveau de la chance d'être là, ridicule, mais toujours debout. » Voilà pourquoi l'histoire n'est peut-être pas inutile dès lors qu'elle se fait archéologie de la modernité. Elle permet de mettre à jour, dans notre conception du temps, active, commune, partagée, y compris par les scientifiques, qui peuvent s'en penser exemptés ou affranchis, la strate apocalyptique, non pour la dénoncer ou la récuser, mais au contraire pour en reconnaître la puissance créatrice. Ainsi, les prophètes sont-ils bien dans la conception chrétienne du temps apocalyptique, ces sentinelles de l'immanence dont parlait Charles Péguy. Ils n'imaginent pas le futur, ils représentent le futur comme s'il était déjà présent. Ne croyez pas pour autant que ce temps soit immobile ou cyclique. Si le passé est bien l'annonce du temps à venir, si le nouveau se donne comme répétition, c'est, selon l'expression de Paul Ricoeur, une répétition créatrice. C'est ainsi que le nouveau régime de l'historicité, le régime chrétien, qui n'est pas seulement celui du futur apocalyptique de l'Ancien Testament, cherchant à hâter la fin des temps, ménage la possibilité d'une issue. Mais celle-ci, et je m'appuie ici sur le dernier livre de François Hartog, paru en 2020 sous le titre « Chronos, l'Occident aux prises avec le temps », n'est pas, j'allais dire, n'est pas seulement l'irruption soudaine du nouveau, comme chez les modernes, elle est une forme de reprise après une interruption dans le cours du temps. En ce sens, je dirais que le temps messianique n'est pas le temps prophétique. Giorgio Agamben l'a bien montré dans son commentaire de l'Épître aux Romains, intitulé précisément « Le temps qui reste ». Car si le discours apocalyptique se situe au dernier jour, au temps de la colère, où l'on voit la fin advenir, l'apôtre, lui, se place au contraire non pas à la fin des temps, mais dans le temps de la fin, en cette contraction où peut se contempler, pour Paul de Tarse, le temps qui reste entre le temps et sa fin. Reste que ces conceptions grandioses du prophétisme apocalyptique et du messianisme chrétien ne doivent pas nous éloigner d'une réalité tangible et que je tiens pour essentielle si l'on veut comprendre les conditions de possibilité de la mesure du monde, pour parler comme Paul Zumthor, c'est-à-dire de la capacité humaine à appréhender le réel à partir du XIIe siècle au moins comme une quantité mesurable dans cette quête de l'exactitude, ou en tout cas de la précision, ce n'est pas tout à fait la même chose, qu'a évoqué si brillamment Serge Haroche. C'est que le temps et l'espace sont, pour les penseurs médiévaux, des données de l'expérience aux dimensions humaines, susceptibles donc d'être appréhendées par l'entendement. Le temps est profond, certes, mais il n'est pas inépuisable.
Pour Eusèbe, Dieu a créé l'univers 5198 ans, et il y a un optimisme extraordinaire dans cette exactitude, à l'année près, 5198 ans avant l'incarnation. Il existe évidemment bien d'autres estimations de l'âge de l'univers, mais aucune n'est supérieure à 7000 ans. Or, comme le temps va à sa fin, cela aussi fait consensus parmi tous les penseurs médiévaux, le monde est vieux et la fin est proche. C'est de toute façon l'affaire de quelques générations. L'ensemble du temps tient en 300 générations, pas davantage. Et on pourrait dire de même de l'espace, qui est vaste sans doute, mais dont l'immensité n'a rien de paralysant. En 1246, Gauthier de Metz, qui est un poète lorrain dont l'encyclopédie intitulée « L'image du monde » est l'un des best-sellers du Moyen-Âge, qui a été traduit dans toutes les langues, eh bien, a pu ou a cru pouvoir calculer que si Adam s'était mis à marcher dans les airs, droit devant lui, tout de suite après sa création, à la vitesse soutenue de 25 000 par jour, ok, ça fait 40 km par jour, c'est un bon rythme, mais n'oublions pas que Adam est éternellement jeune, donc voilà, il est toujours vaillant. Eh bien, il lui resterait encore, au moment où écrit Gauthier de Metz, 713 années de marche à accomplir pour atteindre les étoiles fixes, c'est-à-dire le bord de l'univers. Donc, il serait, si je compte bien, déjà arrivé depuis 1959. Le monde, c'est-à-dire l'espace-temps, peut donc être parcouru au rythme de la marche, car cette cadence réglée sur le pas vaut à la fois pour le corps et pour l'univers, selon une analogie descolienne qui a bien été mise en lumière par Jean-Claude Schmitt dans les rythmes au Moyen-Âge. Mais cette mesure piétonnière du monde est aussi la condition de sa mise au pas. Comme l'a justement remarqué Alfred Crosby, historien de la quantification dans la culture médiévale, ces mesures à taille humaine permettent, favorisent, encouragent les aventures du savoir et les élans de la connaissance. C'est un fait bien connu que Christophe Colomb n'aurait jamais bravé les immensités océanes s'il ne s'était trompé dans le calcul de la distance et donc du temps qui reste pour la parcourir entre l'Europe et ce qu'il croyait être les Indes. Donc il y aurait une histoire parallèle à faire entre cette extension de l'espace et le temps et effectivement selon la même proportion et la même chronologie, en fait, la conquête de la mesure exacte. On pourrait donc décrire l'histoire des sciences comme une extension progressive de la dimension de l'espace et du temps et de la capacité à le mesurer, qui s'étendent au fur et à mesure qu'on gagne en capacité donc à l'appréhender, non sans crainte évidemment, non sans crainte. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Personne n'aurait pu dire ça au Moyen-Âge. Si Pascal s'exprime ainsi, s'exclame ainsi, c'est parce qu'il a la capacité mathématique de se représenter un univers beaucoup plus grand. Et on doit aussi se souvenir qu'Isaac Newton, en protestant zélé qu'il fut, priait tous les jours pour qu'advienne le royaume, c'est-à-dire pour que finisse le temps. Pardon pour ces généralités parcourues à grandes enjambées, mais ce qui est alors en cause dans cette histoire longue du temps est d'abord son prodigieux étirement, ou plutôt son épaississement. Quand, en 1859, Boucher du Perthes parvint à faire admettre l'existence d'un homme antédiluvien, il ne fonde pas seulement la science préhistorique sur la remise en cause du récit biblique, il creuse sous le pas des hommes les profonds abysses du temps. Les nouvelles théories du transformisme lamarckien, puis de l'évolution darwinienne, ne cessent de faire reculer le temps des origines, tandis que les nouvelles sciences de la Terre lui font prendre de l'âge. Aux dernières nouvelles, son histoire couvre désormais 4,5 milliards d'années. Mais peut-on encore parler d'histoire à une telle échelle de temps ? Rapporté à une autre horloge conceptuelle, celle du système Terre, dont les astrophysiciens décrivent l'avenir en une séquence géologiquement inéluctable, il reste encore du temps
avant que, sous l'effet d'une augmentation constante de la luminosité solaire, notre planète, privée de ses océans par un emballement de l'effet de serre, ne soit absorbée par le Soleil, qui alors s'effondrera sur lui-même, se transformera en géante rouge. Tout cela, c'est dans 7,5 milliards d'années. Mais la Terre, alors, ne sera plus notre planète depuis bien longtemps, rendue inhospitalière pour l'espèce humaine, mais aussi pour toute forme de vie, si bien que non seulement le temps ne manque pas avant que sonne le 12e coup de minuit, à cette horloge de l'apocalypse cosmique, nous serions en milieu de matinée, mais que l'épisode humain, qui effectivement dure quelques secondes dans cette séquence, ne se situe pas dans les dernières minutes fatales d'une Terre qui en a vu d'autres. De cet épaississement vertigineux du temps résulte sa grande discordance. Tandis que Buffon pouvait écrire dans ses époques de la nature une fresque où la Terre et l'homme conjoignaient leur destin à l'échelle de quelques dizaines de milliers d'années, 70 000 en fait. Le temps des hommes se séparait au milieu du XIXe siècle de celui de la nature. De là, le sentiment d'accélération dont Reinhard Koselleck a montré qu'il constituait la modalité propre de l'expérience du temps moderne, déterminée par le progrès scientifique et technique, mais aussi par l'aggravation du sentiment d'urgence. On dira qu'à l'âge de l'apocalyptique chrétienne, marqué par l'attente et l'imminence du jugement de Dieu, le temps aussi ne cessait de se raccourcir, mais c'est Dieu lui-même qui accélérait le pas pour hâter la fin. Car pour lui, ainsi que le rappelait Jean Delumeau ici même, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Au tournant du XIXe siècle, au contraire, s'il y a bien une accélération du temps, elle est due au temps lui-même. C'est sur cette intuition que se fonde la pratique de l'histoire comme prophétie, telle que la défend Michelet. Lui aussi veut hâter la fin, avec un sentiment très vif du temps qui manque, mais cette urgence est pour lui toute politique. C'est celle qui naît de la Révolution française. Voilà ce qui lui fait écrire en 1872 une histoire du XIXe siècle. C'est extraordinaire. On n'est qu'en 1872. Bon, c'est une histoire précipitée. Il sait que le temps lui manquera pour en voir la fin. Et de fait, il meurt en 1874, et 2 de ces tomes paraissent de manière posthume. Mais cette histoire, l'histoire du XIXe siècle de Michelet, qui naît d'ailleurs de l'échec du prophétisme politique, parce qu'à ce moment-là, il ne se pardonne pas de ne pas avoir vu venir l'effondrement de la France en 1870, c'est la première histoire à appréhender le siècle comme découpe du temps. Or, voici ce qu'il écrit dans sa préface. Un des faits les plus graves et les moins remarqués, c'est que l'allure du temps a tout à fait changé. Il a doublé le pas, il a doublé le pas d'une manière étrange. Dans une simple vie d'homme ordinaire de 72 ans, j'ai vu 2 grandes révolutions qui, autrefois, auraient peut-être mis entre elles 2000 ans d'intervalle. Je suis né au milieu de la Grande Révolution. Ces jours-ci, avant que je ne meure, j'ai vu poindre la révolution industrielle. C'est bien de cela dont il s'agit, en effet. Ce sentiment d'accélération du pas de l'histoire est lié au progrès industriel et demeure une attente ou une promesse d'émancipation, tandis que nous vivons actuellement, et c'est visible aussi dans les courbes qu'on nous fait voir, une accélération de l'accélération, comme le dit Hartmut Rosa, c'est-à-dire une accélération qui va produire une aliénation bien davantage qu'une émancipation. Car entre-temps, les temps de la Terre et ceux des hommes se sont rejoints, puisque chacun sait désormais que depuis 2000, on nomme Anthropocène, cet âge du système Terre, où les sociétés humaines sont devenues des forces géologiques capables de forcer le cours du temps et possiblement d'en précipiter la fin, non pas, on l'a vu, celle de la Terre elle-même, mais des conditions de son habitabilité, retrouvant par là ce que Gunther Anders appelait, mais au sujet de la vulnérabilité atomique, l'obsolescence de l'homme.
Si bien que l'accélération n'est plus vécue comme une promesse de progrès, mais comme l'urgence d'un temps qui manque. Faut-il dès lors se contenter d'égrener les secondes qui restent avant l'Apocalypse et constater navré que nous avons manqué à ce temps d'attente? Telle est par exemple la démarche de Nathaniel Rich dans « Perdre la Terre, une histoire de notre temps », qui projette le compte à rebours en arrière, qui décrit au fond cette décennie cruciale de 1979, et j'étais heureux d'ailleurs d'apprendre ce matin que c'était la bonne date, en fait, de 1979 à 1989, comme au fond un rendez-vous manqué, où on avait tous les éléments pour comprendre les origines humaines du changement climatique, pour comprendre et pour agir, et qu'on ne l'a pas fait. Alors, cette démarche a ses vertus, parce qu'elle permet de prendre la mesure de la fabrique de l'ignorance, et notamment par différents lobbies industriels qui ont travaillé à maintenir la controverse vivante, selon la technique mise en lumière par Robert Proctor au sujet des dangers du tabac. Mais cette démarche a aussi ses limites, si elle laisse à penser que tout est déjà trop tard. Or, s'il y a bien, pour reprendre le titre du livre important de Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, un événement anthropocène, celui-ci vient déjouer le grand récit de la prise de conscience retardée mais inéluctable des dégâts environnementaux, puis de la rédemption par la science, puis de la nécessité du développement durable pour surmonter la crise environnementale. Parce que, je les cite, le mot « crise » entretient un optimisme trompeur. Il donne à croire que nous serions simplement confrontés à un moment périlleux de la modernité, à une épreuve brève dont l'issue serait imminente. Le terme de crise désigne un état transitoire. Or, l'Anthropocène est un point de non-retour. Il désigne un dérèglement écologique global, une bifurcation géologique sans retour prévisible à la normale de l'Holocène. Voici pourquoi l'histoire du temps qui manque ne saurait être totalement désespérante. Parce qu'elle est aussi l'histoire du temps qui reste, qui n'est assurément pas un temps d'attente, mais de prise de conscience que nous n'avons pas encore perdu. Ne vous étonnez pas, après cela, de l'inversion de l'ordre du temps, de l'inversion de l'autorité des générations, qui fait qu'aujourd'hui, c'est une enfant qui fait la leçon aux adultes, qui les gronde, parce qu'ils ne sont décidément pas raisonnables et l'obligent à se faire beaucoup de soucis pour eux, pour nous. Greta Thunberg est comme la Jeanne du film de Bruno Dumont, s'exclamant, je cite, « Il y avait des malheurs qui arrivaient pendant ce temps-là qui n'avaient pas le temps d'attendre. » Des malheurs qui n'ont pas le temps d'attendre. Ainsi que le rappelle opportunément Laurence Bertrand d'Orléac, elle est comme la Pythie, enfant de la colère de Dieu, qui ridiculise le vieux monde, qui sort de l'ombre pour dire ce que l'on ne voulait pas entendre. Je cite, « Elle repartira aussi brutalement qu'elle est venue en laissant derrière elle un sentiment d'inachevé, mais rien ne pourra plus jamais être comme avant. » Il me faut donc, pour conclure, justifier ce que je n'ai fait que suggérer au début de cette communication, lorsque je défendais la nature possiblement prophétique de la connaissance historique. Il ne s'agissait évidemment pas d'affecter de grands airs michelettiens, et encore moins de prétendre dire l'avenir. Mais précisément, même si le latin chrétien propheta les confond dans un même mot, la prophétie n'est pas une prédiction. On interroge le devin ou l'oracle, qui répond, si on l'interroge, en disant l'avenir, tandis que le prophète, lui, appelle. C'est le sens de l'hébreu nabi. Il appelle en lisant les paroles ou les signes de Dieu, en les interprétant et en relançant d'autres questions. Il est celui qui pose les questions et qui les relance sans cesse. En 1917, Gershom Scholem avait à peine 20 ans quand il écrivit 3 textes fragmentaires mais éblouissants sous le titre « Sur Jonas, la lamentation et le judaïsme ». Revoici donc Jonas, qui est porteur d'une parole infinie,
C'est un inlassable poseur de questions et dont la poésie prend la forme de la lamentation, car c'est alors, dit Scholem, le seul acte juste. À la fin de son dernier livre intitulé « Imaginer, recommencer », Georges Didier Huermann met en avant cette force de soulèvement d'un prophétisme qui ne dit rien du déroulement des faits à venir, mais conjugue mémoire et utopie pour se faire témoin des temps possibles. Donc, 100 secondes avant minuit, ce n'est, vous l'avez compris, pas de cela dont il s'agit. On ne doit pas compter chichement le temps qui reste, en un geste à la fois vain et vaniteux et pour tout dire décourageant. On doit s'exclamer « il est grand temps », expression riche, pleine, profuse, dont il convient de déplier tous les possibles. Il est grand temps pour penser et pour agir. Je vous remercie de votre attention.